Bonjour à tous, bon après-midi. Je m'appelle Philippe Méran-Berger, je suis directeur général délégué de EC. EC est très enthousiaste et très ravi de participer à ce lot de conférences. On est tout excité, presque autant que les crapauds fous, de pouvoir participer à ce qui pourrait devenir à terme le lancement d'un laboratoire de l'innovation. Notre métier, le métier de EC, de distributeur d'énergie, est en pleine révolution. Le changement climatique change tout, en particulier dans nos métiers, pas simplement le climat. Il change notre manière d'appréhender le fonctionnement de l'entreprise, qui doit être beaucoup plus agile, beaucoup plus collaborative. Notre manière de concevoir le fonctionnement de l'entreprise, de se déplacer dans l'entreprise, nos mobilités, notre relation avec le client, avec la décentralisation et la production de plus en plus verte d'énergie, les attentes de nos clients changent et on doit en permanence s'adapter à ce changement. Le monde de l'énergie de demain n'est pas encore défini et arrêté. Et dans une présentation que je vous ferai un peu plus tard, je vous montrerai comment le groupe Engie et comment EC a utilisé ce levier de l'innovation pour entamer la transformation de son entreprise. Donc je ferai une présentation tout à l'heure sur ces aspects-là. Je vous remercie et bon après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Gerbolino, directeur général de l'OPT. D'abord, comme toutes les entreprises ici présentes et tous les sponsors, effectivement ravis de pouvoir concourir à l'organisation d'un tel événement. Beaucoup d'événements sur cette fin d'année, mais ça montre bien l'enthousiasme autour de ces sujets. L'OPT est doublement concerné par la thématique environnement et énergie. On pourrait vous dire en quoi l'OPT. Je rappellerai d'abord l'OPT en tant qu'entreprise. L'OPT a une facture d'électricité, mais pas que EC, Enercal également, de plus de 400 millions par an. Donc c'est un enjeu pour nous de pouvoir maîtriser ces coûts. L'OPT s'inscrit totalement, comme toutes les entreprises du territoire, dans la stratégie territoriale de l'énergie, donc avec des objectifs ambitieux à 15 ans. Mais également en matière d'environnement, quelque chose qui est peut-être moins connu, l'OPT est embarqué aussi dans toutes les problématiques d'amiante environnementale. Nos sites sont de plus en plus isolés sur des points hauts, donc avec des problématiques d'accès, et bien sûr une obligation de nous mettre aux normes ou de moins de faire des audits sur toutes nos pistes d'accès. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui a été engagé, réalisé, et on est vraiment dans un état d'esprit aussi de partenariat, c'est-à-dire que ces obligations, eh bien, on les a mises en avant et les résultats de nos audits vont être reversés à la Nouvelle-Calédonie. On a plus de 400 sites mobiles installés, donc ça vous donne l'échantillonnage qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Donc en tant qu'entreprise, mais également en tant qu'acteur du numérique et du digital, vous le verrez au travers des présentations qui vont être faites cet après-midi, les réponses à apporter sur ces enjeux environnementaux et énergétiques passent par des solutions digitales, numériques. Et c'est comment l'OPT, mais également tout l'écosystème du numérique, travaille à mettre au service de ces enjeux l'ensemble des solutions qui existent. Donc on est embarqué sur ces deux aspects et j'aurais tendance à dire qu'en tant qu'entreprise du territoire, une des plus importantes du territoire, on a une obligation sur ces enjeux, ce que l'on appelle en anglais le lead by example, et donc d'être précurseur et de faire partie de ceux avec EC, Enercal, CDE et d'autres qui ouvrent ces voies et qui permettent à l'écosystème calédonien de se développer autour de ces solutions. Je vais vous présenter quelques slides. Donc Didier Gojous, je suis responsable de la CDE et je voulais, puisque le thème de l'après-midi porte sur effectivement l'énergie et l'environnement, vous présenter notre vision en tant qu'acteur calédonien, acteur régional de l'environnement, comment on voit les problématiques d'environnement dans les îles du Pacifique, quels sont les challenges. D'une manière générale, le contexte
naturel fait que les îles ont souvent des ressources en eau limitées. Vous connaissez très certainement le principe de la lentille d'eau qui reste stockée quand tout va bien sous les îles, surtout sur les îles basses, les îles coralliennes, et qui donc constitue une ressource limitée, alimentée uniquement par la pluie et avec des risques de pollution. Se rajoute à ça un contexte climatique qui est en perpétuel changement. Le phénomène que vous connaissez certainement de ENSO, El Niño South Oscillation, qui fait qu'il n'y a pas d'année moyenne de pluie, soit c'est des inondations, soit c'est une année de sécheresse en général dans le Pacifique. Et bien sûr les événements sismiques, la ceinture de feu, les points chauds, qui font qu'on est dans un contexte naturel a priori un peu hostile. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, et ça ce sont les chiffres donnés par la communauté du Pacifique Sud, seuls 52% des Océaniens ont accès à l'eau potable, seuls 31% ont accès à des installations d'assainissement, ce qui représente plus de 1 300 000 personnes qui finalement vont utiliser le milieu naturel pour faire leurs besoins. Par rapport aux objectifs de développement durable qui sont donnés par les instances internationales, l'objectif c'est de veiller à ce que tout le monde ait accès à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. On en est loin. On voit que si on vise la population de 12,8% d'Océaniens, on est à 5 millions en eau, on est à 3 millions en assainissement, et on voit que le rythme par rapport à l'augmentation passée doit augmenter très, très sérieusement pour atteindre cet objectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a des challenges qui font que ce n'est pas si simple que ça. On l'a parlé, on y reviendra, mais effectivement, l'énergie est chère, puisqu'on dépend d'énergie principalement importée. L'eau est rare, on l'a vu, il y a des limites naturelles. Et on pourrait se dire qu'il y a de l'eau en abondance autour de nous, mais on retombe dans ce cas-là sur le problème de l'énergie pour le dessalement. Le manque de place, l'isolement, qui font que les infrastructures de traitement des déchets sont chères. Il y a bien sûr un enjeu en général de tourisme qui fait qu'à contrario, on doit viser un standard de qualité très élevé et la vulnérabilité de ces milieux à la pollution, les déchets ou les matières organiques. Ce que je voulais simplement, c'est dire que dans ce contexte-là, il y a des solutions. Je vous invite notamment à prendre connaissance des travaux qui ont été faits par le projet Intègre. L'objectif, c'est simplement de vous présenter ce projet très rapidement. C'est un projet qui a porté sur plusieurs îles, notamment la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, dans lequel plusieurs projets d'eau et de déchets ont été réalisés. C'est un projet développé par la communauté du Pacifique avec un financement européen. Un exemple de ces projets, c'est par exemple la récupération d'eau de pluie sur Wallis. Il y a aussi d'autres projets qui ont été faits par la communauté européenne. Je trouve que celui-là est particulièrement astucieux pour les petites collectivités. Il s'agit d'utiliser le rayonnement solaire pour désinfecter l'eau dans des bouteilles plastiques. Le principe étant simplement de mettre de l'eau dans une bouteille en plastique qui reste au soleil pendant un certain temps, et ce qui permet d'éliminer les bactéries. Si on vient sur la situation en Nouvelle-Calédonie, la CDE intervient donc principalement sur la partie sud et la partie nord à travers Aquanor en Nouvelle-Calédonie. Là, on voit que les solutions en général existent, mais on est soumis à de nombreux captages. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais ces captages se situent en amont dans la chaîne, ce qui veut dire qu'ils sont sur des bassins versants très restreints. Et en cas de sécheresse, ce qui est bien sûr le cas aujourd'hui, ça amène des sérieux challenges de ressources en eau. Alors, le Grand Nouméa bénéficie d'infrastructures importantes, notamment le barrage sur la Dumbéa ou le grand tuyau qui amène l'eau de la Tontouta. Pour les plus petits captages, qui sont en général un simple petit barrage sur les criques et ensuite un captage de l'eau, on a des problèmes de turbidité, notamment quand les bassins versants ont été dégradés. On a eu il y a 3 semaines à peu près un séminaire très intéressant sur la protection des bassins versants.
Et on s'aperçoit qu'entre les feux, les espèces envahissantes ou les activités minières, il y a une vraie détérioration des bassins versants. Et là, simplement, ce que je voulais signaler, c'est qu'une des solutions, il vaut mieux travailler en amont, mais une des solutions, c'est de développer des unités de traitement de filtration. Et la photo de droite montre l'installation d'une unité de filtration Parc calédonien des eaux à Fidji. On a d'autres technologies qui se développent sur le dessalement. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. C'est Osmosun. C'est une technologie développée par une start-up qui s'appelle Mascara. Dans les exemples de petites collectivités sur la partie déchets, on a eu la semaine dernière une conférence environnementale sur Tahiti où on a eu des présentations très intéressantes, notamment de consultants qui ont mis en place des systèmes de consignes, en l'occurrence sur des canettes ou des bouteilles, qui font que les populations sont incitées à ramener des consignes pour ensuite revaloriser les déchets. Sur le traitement des déchets, on peut signaler aussi, toujours dans le cadre du projet Intègre, ce qui est fait sur Wallis et Futuna en termes de tri sélectif. À noter aussi que c'est la ville de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie, qui a lancé un tri sélectif. Ça permet bien sûr ensuite d'avoir des filières de recyclage très intéressantes. Et pour ceux qui étaient là hier, vous avez dû avoir un exposé sur ce qu'on fait à la CDE sur le compostage boue déchets verts pour produire du compost à partir de déchets qui finalement deviennent des produits réutilisables. La réutilisation des composts pouvant porter sur les pépinières, la sylviculture, mais aussi la restitution de sols dégradés. Et là, on voit bien qu'on reboucle une boucle. Finalement, on a traité de l'eau, on a produit de l'engrais qui permet de reconstituer les protections de bassins versants en amont. On est bien dans de l'économie circulaire. Donc ça sera ma conclusion, c'est de dire que les challenges, ils existent certainement, plus qu'ailleurs, vraisemblablement dans le milieu, dans le Pacifique, mais que les solutions existent aussi. Moi, je suis convaincu, et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu la semaine dernière lors de la conférence, quand on s'adresse aux financeurs, il y a moyen de trouver du financement. C'est sûrement plus la difficulté, c'est de trouver le bon projet, le bon portage du projet. Mais la zone du Pacifique est une zone qui finalement intéresse tout le monde, tous les voisins périphériques et l'Europe. Et donc il y a moyen de trouver des financements pour des projets. Et les facteurs de succès, c'est avoir quelqu'un qui a une vision, effectivement, l'engagement de responsables, l'engagement de décideurs, le transfert technique. Il est évident qu'il ne faut pas se contenter de développer, d'importer une technologie. Il faut vraiment veiller à la formation du personnel localement. Rester dans cet esprit d'économie circulaire, parce que ça a encore plus de sens, ça a du sens partout, mais sur les petites îles, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire fait bien sûr recette. Et un facteur qui, je crois, correspond tout à fait à l'esprit de ce séminaire Innolab, c'est de se dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et qu'il est essentiel que tous ces acteurs, que ce soit des entreprises, des associations, des universités, les populations, partagent leur point de vue pour arriver à trouver la bonne solution. Merci. Merci. On va poursuivre avec un TEDx de notre intervenant qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, depuis 3 jours. Donc c'est Lajit Toribao, qui est un ancien animateur stratégique de Greenpeace sur la région Asie-Pacifique. Il a également été sur la région Afrique. Il est aujourd'hui consultant environnemental indépendant. Et il prône un message qui est, selon nous, l'équipe organisatrice, assez puissant. Et donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait vous faire partager malgré son absence. Ça sera traduit en direct par Karen Sebélis. Donc voilà, tout sera en français. Imaginez un monde où l'océan Pacifique est un État à part entière, une économie autonome, un océan naturel doté du plein pouvoir qui utilise sa science naturelle traditionnelle,
tout en étant ouvert à la science moderne, une économie durable, un super pouvoir qui chérit la longévité, l'équité, en positionnant son peuple en premier, un champion pour la mise en œuvre des valeurs culturelles et traditionnelles, un défenseur des droits de l'homme, mais qui n'est pas effrayé ni motivé par les injustices du monde extérieur ni par l'argent. Ça fait longtemps que nous, les gens du Pacifique, les insulaires, on nous laisse penser qu'on est petit, qu'on vient de petites îles, qu'on est moins développé, qu'on est fainéant. Et pourtant, on se languit des facettes du monde extérieur. Si on veut une ou deux cartes de crédit, une belle maison, des voitures, comment sommes-nous devenus si obsédés avec cette idée? Nous, les insulaires, pourquoi sommes-nous obsédés par des idées de possession matérielle? Où est-ce que ça a dérapé? Et pourtant, quand je regarde le monde de l'autre côté, ils sont de l'autre côté. Ils cherchent des choses plus simples, une vie plus simple. Ils viennent pour nos plages de sable blanc, notre sourire exotique, pour nos mets frais et les fruits saisonniers. Le changement économique et social est un plein retour arrière. Le monde développé a atteint un point où il se languisse de ce que l'on a dans le monde en plein développement. Certains diront que c'est sûrement à cause des injustices ou le changement climatique qui nous guette tous, où la société se voit forcée de regarder son histoire pour voir où elle a fait une erreur. Certains diront qu'on a poussé notre environnement dans ses limites, nos forêts, nos climats, et notre riche biodiversité. Et quelques sceptiques diront que c'est la faute à ces grands pontes, l'élite du pétrole, du gouvernement, qui continuent de diriger le monde et de nous mener dans le mauvais chemin. Et peut-être que toutes ces raisons rationnelles sont justes, mais il y a une chose dont je suis sûr, que nous soyons dans le monde développé ou sous-développé, on a besoin de modifier notre façon de faire du business. Actuellement, on ne sert pas notre pays, ni le développement mondial. On doit changer notre façon de traiter notre climat et notre planète. On doit réévaluer notre relation à notre environnement naturel. Et c'est là où nous intervenons en tant qu'insulaires. On est plus rapide pour se reconnecter à notre environnement. Mais avant tout ça, il y a cette question qui revient à chaque fois. Avant, je voyageais beaucoup en Europe et en Asie. Et j'ai essayé d'expliquer où se situe Fidji. C'est un vrai cauchemar. Que j'arrive par bateau ou avion, on peut pointer l'Australie. Tout le monde connaît l'Australie. Et la façon la plus facile dont j'explique, c'est que Fidji, c'est juste à côté de l'Australie. Alors, vous faites partie de l'Australie? Non. Alors, on est petit comment? Quelques exemples. Fidji. Il a une surface terrestre de 18 300 km² avec une population juste en dessous de 900 000. Mais nos eaux sont aussi appelées zones économiques exclusives, sont à peu près de 1,2 million de km² d'océan. Et ça, c'est la taille de l'Afrique du Sud. Quand on voit les Kiribati, ils ont une surface terrestre de 800 km².
Mais leur océan mesure environ 3,5 millions de kilomètres carrés. Vous prenez tout le continent des USA, vous le rentrez dans les Kiribati et ça ne remplit pas tout. Les îles Cook ont à peu près 1,8 million de kilomètres carrés d'océan. C'est presque la taille de l'Indonésie. Nos amis dans le nord, Palau, ils ont des eaux beaucoup plus petites. Leurs eaux nationales font environ 600 000 km². Plus petit à vos yeux, mais c'est presque la taille de la France. L'océan Pacifique commande un tiers de la surface de la planète. Collectivement, nous sommes en droit de réclamer, nous les insulaires, les 100 millions de kilomètres carrés d'océan, ce qui fait de nous le continent unique, le plus vaste continent océanique du monde. Alors, si vous voulez me demander si je suis petit, non. Je suis grand, je suis très très grand. Alors je suggère qu'on débute par le changement de notre discours. Nous sommes des petites îles qui sommes de grands États océaniques. Est-ce que vous êtes convaincus? Super. Allez, on parle affaires. Nos océans sont notre unique atout, mais ils se détériorent et ils perdent de la valeur. Voyons le secteur de la pêche au thon. Plus de la moitié de la production mondiale vient d'ici. L'océan Indien, l'Atlantique et l'Est du Pacifique ont complètement exploité leurs ressources. Il ne reste plus que l'océan Pacifique pour les pêcheries, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de bateaux de pêche à Suva. Il y a eu un grand mouvement massif de bateaux de pêche qui sont arrivés de par le monde pour exploiter nos ressources de thon. Cette industrie rapporte à peu près 5 à 7 billions de dollars par an. Une majorité de la pêche est effectuée par nos autorités et pêcheries, mais le traitement est effectué ailleurs. Donc, non seulement ils viennent dans nos eaux, pêchent le thon, mais ils repartent avec. Et c'est difficile de rendre compte des méthodes de pêche employées, en plus du fait qu'ils se font du profit avec. Alors où est la justice là-dedans? Si on se penche sur le secteur des minerais en eau profonde, notre fond marin est un des plus parfaits, encore sous-exploité. Nous avons encore beaucoup à apprendre et actuellement dans le Pacifique, notre approche est en train, on essaye d'en savoir plus sur la richesse des minerais qui tapissent les fonds marins et une fois ceci réalisé par nos partenaires étrangers. On a des pays comme Fidji, Tonga, les îles Solomon, qui ont des permis d'exploration pour comprendre et surtout pour évaluer la richesse de nos fonds marins qui nous appartiennent. Nous avons aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée, seul pays du Pacifique à accorder des licences d'extraction du minerai à une compagnie canadienne. Si on regarde le secteur du changement climatique, si mes chiffres sont bons, nous contribuons à la hauteur de 0,03% des émissions carbone. Ça veut dire que si on arrête toutes les activités nocives, ce n'est qu'une éraflure sur le climat. Et pourtant, les plus grands coupables, les coupables pollueurs sont les plus grands, comme la Chine, les USA, l'Inde, la Russie. L'Australie est un des plus grands exportateurs de charbon. Et pourtant, ce sont à ces mêmes pays partenaires à qui l'on permet de venir dans nos eaux prendre ce qu'il y a
Dictés par leurs propres règles, ils nous donnent de l'argent pour que l'on s'adapte aux changements créés par cet environnement en mutation sur lequel on pense n'avoir aucun contrôle. Et pourtant, le désir de nos îles, notre futur, est dans leurs mains. On se marie, on va à une super belle lune de miel, elle coûte très cher. Et puis il y a tromperie. Et puis on doit se faire soigner. Dans la plupart des cas, on est du côté des perdants. On s'en sort sans avoir obtenu quelque chose. Et c'est en partie du fait que l'on se sous-estime. On sous-estime notre valeur et on ne se remet pas en question. Surtout le fait de ne pas être petit et de ne pas être dépendant de vos ressources. On fait le poids, c'est vous qui dépendez de nos ressources. Alors voici ma grande idée. Je ne fais que commencer. Voici ma grande idée. L'océan Pacifique doit être un État autonome, gouverné et géré par des gens du Pacifique à leur manière, à leur vitesse et sous leurs règlements. Cet État autonome sera l'économie la plus riche du monde, pas motivée par l'avidité, mais par une prospérité durable. Les générations futures, avec des pratiques et des normes culturelles traditionnelles, du commerce équitable et le maintien et la pratique de récolte durable. Vous l'aimez, ma grande idée? Avec cette grande idée, il faut avoir les moyens et la stratégie pour la mettre en pratique. Et oui, nous les avons, ces atouts, pour ce faire, et la marchandise pour négocier, le capital économique et politique pour nous donner du poids au sein de la communauté internationale. Voyons quels sont ces atouts que nous pouvons utiliser dans le Pacifique pour faire fonctionner notre économie. Voyons le secteur de l'énergie, un des plus gros débats actuels et récurrents, surtout concernant l'environnement. Et on essaye de trouver une alternative aux énergies fossiles. Le Pacifique est bien placé pour cela. Nous avons de l'eau, du vent, de la terre, plus une source de soleil illimitée. Que demander d'autre? Quelques exemples. Nous avons à Fidji le potentiel au niveau des ressources géothermiques et hydro en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu et aux îles Salomon. Ils ont le potentiel pour faire fonctionner nos projets. Les énergies renouvelables. Elles peuvent être installées n'importe où dans le Pacifique. Nous pouvons mettre des turbines sous terre dans l'océan. Nous avons du solaire. Il y a beaucoup d'études qui se sont concentrées sur le potentiel des énergies renouvelables dans le Pacifique. Le travail est déjà fait. Il y a juste à le mettre en place. La noix de coco. Il y a du potentiel dans la noix de coco. Il y a l'arbre, l'huile de coco, pour le carburant bio, et ceci peut être d'intérêt pour les îles coralliennes et les atolls. Le secteur du gaz et du carburant, ce n'est pas une industrie nouvelle pour nous. Dans les années 70, quand l'exploration a débuté dans le Pacifique, ce n'est pas un secteur dans lequel nous sommes novices. Je veux souligner deux exemples spécifiques pour ramener le message à la maison sur le potentiel de ceci, mais aussi l'importance de diriger cela proprement. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est forgé leur industrie de gaz et de carburant comme un modèle de développement. En 2015, le total de l'exportation des minerais a été estimé à environ 1,6 billion de dollars en valeur.
Et pourtant, le revenu perçu par le gouvernement de ce deal était de 8 millions de dollars, 0,5% seulement de ce qu'ils étaient en droit de percevoir. Par exemple, en Norvège, qui a une grande histoire dans le secteur du gaz et du carburant, ils ont complètement modifié leur stratégie de développement. Ils ont réinvesti le gaz et le carburant et ils ont fini par faire un profit de plus de 800 billions de dollars. Ça, techniquement, ça fait un millionnaire de chaque Norvégien. C'est possible. Les minerais des eaux profondes, les métaux et roches de valeur que nous avons, les modules, les croûtes riches en cobalt, les dépôts de soufre, avec les hydrates de zinc, cuivre, argent, or, de la terre rare et quelques activités de forage et d'exploration ont déjà été documentées sur le potentiel qu'on a ici. Les ressources en marine génétique, c'est une des nouvelles industries en plein essor globalement. Et c'est aussi dans nos fonds marins que cet engouement a émergé dans le Pacifique pour accéder à ceci. Ce qui nous bloque, c'est le côté technologie. Qui a la technologie, les capacités d'aller en profondeur, la science, et bien sûr la conscience pacifique et le fait que l'on dépend encore de nos partenaires étrangers. Voyez, les ressources sont à un niveau critique, nécessaires à l'industrie pharmaceutique, cosmétique, l'alimentation. L'industrie du tourisme marin, une de nos zones de confort, valorisée par nos ressources marines. L'observation des baleines, la plongée, la pêche sportive. Dans un rapport récent que j'ai lu, la valeur estimée du tourisme marin à Fidji est évaluée à 1,15 million de dollars annuellement. Le business des requins en lui-même peut valoir jusqu'à 6 à 8 millions de dollars. Je pense qu'on a tous vu l'engouement pour l'observation des baleines. Ceci est un modèle d'activité imité dans la région jusqu'à Palau. Un des rapports signale une seule baleine à bosse, qui revient une fois par an à Tonga, peut générer un bénéfice jusqu'à 1 million de dollars US. On a aussi d'autres baleines qui passent par ici. Dans d'autres rapports que j'ai vus, il y a l'observation des dauphins et baleines qui, en l'espace de 6 ans, est passé de valeur de 500 000 à 7,5 millions de dollars US. Et les touristes qui dépensent beaucoup de temps et d'argent à ces activités, ils lâchent environ 21 millions de dollars par an dans ce secteur. Alors, même si on est déjà dedans, le tourisme marin a un grand potentiel. Les câbles de télécommunication et les voies d'expédition par bateau, la moitié des bateaux de commerce du monde traversent les eaux du Pacifique. Ce qui fait de notre espace un terrain de négociation plutôt important. Avec les télécommunications et les câbles qu'ils ont mis sur nos fonds marins, si on le voulait, on pourrait contrôler ceci, puisqu'ils ont besoin de passer chez nous. Ils ont besoin d'accès par nos eaux. Mon sujet favori, le changement climatique. En tant qu'économie, en ce moment, on attend après le monde développé pour qu'ils changent leur mentalité, leur modèle de business, qu'ils nous délivrent de cette situation à risque qui nous guette, les dangers résultant de ces changements climatiques. Mais si on retourne la situation, si on prend le contrôle du secteur, notre rôle dans le Pacifique peut être
en tant qu'océan Pacifique, peut être celui de rédempteur de leurs péchés. Avec leur excès d'émissions de carbone dans l'atmosphère, nous avons la capacité de l'ensevelir dans nos océans. On peut le négocier, l'utiliser comme des offsets avec nos forêts, nos terres, nos mangroves, nos herbiers marins. C'est un secteur porteur chez nous et qui joue un rôle dans le contrôle climatique. Si on veut, on n'est pas obligé d'attendre après la Chine, l'Inde. On n'est pas obligé d'attendre après Trump. On peut le faire. Je suis bien heureux que Fidji va tenir le sommet du COP cette année. Et c'est peut-être pour moi l'occasion de nous faire écho à ce changement de discours, que nous ne sommes pas petits. Nous n'allons pas attendre après vous. Il y a trop d'enjeux. La roue tourne, qu'on le veuille ou non, mais on peut la faire tourner plus vite. Nous ne devrions plus être dépendants et accepter que l'on nous dise ce qu'il faut faire, juste parce qu'ils ont les ressources technologiques et les consultants chaque fois qu'il y a un problème. Posons notre pied par terre et changeons la donne pour décider de ce qui nous arrive. Est-ce que c'est possible? Merci, je vous laisse avec cette pensée. Donc, merci. Juste pour faire un point, et le message que voulait adresser Ladji lors de la conférence, c'était que, comme il l'a dit, aujourd'hui, ce qui bloque peut-être les États insulaires du Pacifique à s'engager eux-mêmes, c'est l'absence ou le non-contrôle de la technologie. Et son message, c'était que la Nouvelle-Calédonie, en tant que pays du Pacifique, est l'un des pays les plus avancés justement dans ces compétences-là, dans ces compétences technologiques, etc., et que la Calédonie peut avoir un poids et un rayonnement sur tout le Pacifique grâce à ça, grâce à nos ingénieurs, grâce à l'attractivité qu'a la Nouvelle-Calédonie à attirer des talents et possiblement derrière à les mettre à contribution à l'ensemble du Pacifique et à l'ensemble des États insulaires pour répondre aux enjeux qui viennent d'exposer. Donc maintenant, on va passer à une deuxième session. Ça va être une session de pitch. Donc la première personne va être Oxence Fafin, qui va présenter donc l'apport du numérique par rapport à ces enjeux, donc sur la démarche IoT. Bonjour à tous, Oxence Fafin, directeur général adjoint en charge du numérique et de l'aménagement à l'OPT. Donc je vais enchaîner par une présentation des IoT. Donc dans un premier temps, je vous proposerai la démarche qui est en place entre l'OPT et ses différents partenaires. Qu'est-ce que c'est que les IoT et puis les perspectives de développement que nous aurons. Et vous verrez, c'est très en lien avec les présentations que nous avons pu voir aujourd'hui. Donc, en termes de démarche, tout d'abord, le concept d'Internet des objets, IoT, Internet of Things. Donc, selon l'Union internationale des télécommunications, c'est une infrastructure. Donc, on parle d'infrastructure, mais qui permet de disposer de services évolués. Parce que la finalité, c'est bien d'inventer des nouveaux services qui aujourd'hui n'existent pas en interconnectant des objets. Donc, vous me direz, ça existe déjà avec les téléphones mobiles. Ce n'est pas faux, mais là, c'est véritablement tous les objets qui vont demain pouvoir être connectés. Donc la démarche de concertation elle est importante parce que vous verrez, tout est à construire au niveau de ce modèle. Donc le plan OPT 2017, il propose un modèle relationnel favorisant l'écoute et l'accompagnement de nos clients et nous en avons besoin pour développer le nouveau modèle économique qui permettra à la Calédonie de disposer de tous les outils innovants qui permettront l'innovation en termes d'objets connectés.
Donc la stratégie numérique et digitale, c'est une approche concertée, donc concertation, décision, relation. Et je pense que ce sujet met bien en valeur ce nouveau mécanisme qu'à l'OPT nous essayons de développer et qui explique également notre présence aujourd'hui. Si on regarde les IoT, donc d'un point de vue mondial, le marché, on parle déjà de 8 milliards d'objets connectés. Alors ce sont beaucoup d'études. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études. On n'a pas encore la killer application qui fait que ça décolle réellement. Mais on a quand même énormément d'objets qui sont connectés. 8 milliards, c'est quasiment également le nombre de téléphones aujourd'hui qui sont connectés. Tout cela reste des projections. On estime, ce sont des estimations, mais ça dépendra également de ce que l'on en fera et qu'est-ce que les objets apporteront demain au quotidien de chacun. À 120 milliards les objets connectés en 2025. 120 milliards, ça veut dire qu'il faut réinventer des réseaux, il faut réinventer des modèles techniques, mais surtout économiques. On parle aussi de segments, des objets qui sont connectés, les wearables, donc les montres, les objets qu'on va retrouver à la maison. On a des réseaux qui sont en train de se développer, des nouveaux réseaux. Donc là, on cite le MPWA, qui est un concurrent au GSM. Et puis nous sommes surtout en concertation avec nos partenaires. On a surtout regardé la demande locale. Donc la demande locale, vous aurez tout à l'heure d'ailleurs une présentation de la CDE. On a la consommation d'énergie, les compteurs connectés. La finalité, si on parle du service, c'est bien de réduire les consommations, mieux les contrôler, éviter les fuites, avoir un suivi quasiment temps réel de sa consommation électrique eau. Pour les collectivités, les applications sont nombreuses. On parle évidemment de la circulation, gestion de places de parking. On verra également la gestion des déchets. Vous l'avez peut-être remarqué, la ville de Nouméa commence à équiper des puces, les bennes à ordures. Tout ça permet d'avoir des données en poids, en collecte. Derrière, c'est de l'optimisation. Donc l'industrie également cherche à optimiser. Donc on retrouvera des logiques de la logistique et de la maintenance. Donc, si on les affiche comme ça, en termes d'électricité, on va parler de connecteurs connectés, on va parler de smart grid, donc des objets dans le mobilier urbain qui sont de plus en plus intelligents, par exemple de l'éclairage qui va adapter la luminosité en fonction de la présence ou non de personnes autour, la gestion de la production décentralisée, c'est-à-dire de ne plus avoir uniquement des grosses usines qui produisent, mais avoir des petites usines qui sont réparties et, on l'espère, des usines d'énergie renouvelable, hein, typiquement des panneaux solaires. Au niveau de l'eau, on aura une présentation tout à l'heure, mais évidemment, ce sont des compteurs qui sont connectés, du pilotage de réseau, puis ça marche aussi pour l'électricité, de la consommation responsable, que chacun puisse suivre sa consommation, que ce soit le grand public, mais également les entreprises. Dans le transport, signalisation, information aux voyageurs, gestion des places de parking, etc. Dans l'industrie, maintenance, gestion des incidents en circuit court, optimisation de la dépense en énergie. Donc les services se multiplient, il y a tout à faire, il y a tout à imaginer, et c'est l'outil, les Internet des objets, c'est vraiment l'outil au service de tout ce qu'on peut faire. Un petit slide pour vous expliquer la technologie, parce que ça reste un petit peu confusant. On a plusieurs types de réseaux aujourd'hui qui sont possibles. On a les réseaux à très courte portée, donc typiquement celui qu'on connaît le mieux, c'est le Bluetooth. Donc on est vraiment sur un objet qu'on va avoir typiquement dans une maison ou un autoradio dans une voiture. Donc on est sur de la très faible distance et généralement c'est 1 pour 1. Aujourd'hui, on regardera plus le LPWA, qui est là donc la technologie de l'Internet des objets. Technologie qui a été conçue pour avoir de la faible consommation. L'idée, c'est que l'objet, on n'est pas à le recharger tous les jours, sauf cas exceptionnel. Mais typiquement, si on va équiper un conteneur d'une puce, il faut qu'il soit autonome pendant plusieurs années. Et donc, ce sont des réseaux qui vont émettre des signaux périodiquement, avec des signaux très faibles, pour garantir une consommation extrêmement faible. Donc c'est véritablement là où est l'innovation dans ce type de réseau. Donc faible coût, évidemment, si on parle d'une puce sur un conteneur et qu'on a des millions de conteneurs, il faut avoir des coûts qui soient très 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 bas.
et une implémentation qui est simple. Donc, contrairement à un téléphone mobile, on va avoir une carte SIM qui va avoir énormément d'informations à l'intérieur, d'authentification. Sur les nouveaux réseaux, LoRa, donc après, on peut avoir des débats sur la sécurité, mais il y a très peu de choses au niveau de l'objet. Des débits relativement faibles. Ils seront plus tard symétriques, mais aujourd'hui, on est plutôt sur l'objet vers le serveur. Donc, on n'est que dans un seul sens. Donc, ça peut aussi avoir des pénalités, avoir des contraintes. Et donc, le réseau cellulaire qui est également possible, lui, on a bien des communications bilatérales. Donc, ça a encore du sens. Typiquement, dans un véhicule, dans une voiture, on va plutôt l'équiper avec ce type d'émetteurs. Donc là, on a des couvertures qui sont existantes, des débits qui sont performants. Hein. Si on parle de la 4G, aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de mégas, alors que sur du LoRa, on parle de kilobits. Hein. On revient au monde du RTC avec les petits modems qui faisaient des petits bruits. Donc voilà un petit peu les différentes technologies. Et celle qui est portée aujourd'hui dans les expérimentations que l'on fait, c'est le LoRa. C'est une alliance, donc on est plutôt dans un monde ouvert avec des équipementiers qui vont proposer des antennes, d'autres qui vont proposer des objets connectés. La démarche qui a été faite par l'OPT et ses partenaires que je citerai tout à l'heure, tout d'abord, ça a été de sélectionner la technologie que l'on souhaitait expérimenter, sachant que cela fait déjà longtemps qu'on a des clients qui utilisent le réseau GSM, typiquement Geocal, qui développe une application de suivi de véhicules. On peut parler d'Internet des objets, mais on est sur un autre type de réseau. Le réseau LoRa, donc c'est basse consommation, et on avait une demande de partenaires locaux et donc des opportunités de faire ce qu'on appelle des POC, donc des expérimentations. Technologie, chaîne de valeur, ce sont véritablement des choses à découvrir ensemble. Donc au fur et à mesure, on est en train d'apprendre avec nos partenaires comment configurer un objet, comment permettre l'itinérance d'une antenne à l'autre. Mais surtout, ce qui est majeur dans cette expérimentation, c'est la définition du modèle économique. Aujourd'hui, si on prend par exemple la 4G, vous avez un forfait mensuel avec des mégas. Si on prend les SMS, vous avez un coût au méga. L'Internet des objets, on est plutôt sur un modèle où la communication elle va être non facturé, et c'est plutôt l'objet qui va avoir un abonnement. Donc on est en train de regarder comment on peut créer les conditions de réussite pour que demain, on puisse massivement développer ce type de service sans avoir une contrainte forte sur des coûts qui seraient variables en fonction des communications, sachant qu'on part du postulat que l'objet connecté type LoRa envoie très peu d'informations. Ce sont quelques bits qu'il va envoyer pour signaler rouge, vert, orange, j'ai envie de dire, ou un index si on parle de compteur. Donc ça reste des données très faibles à envoyer, contrairement à un réseau 4G où on va regarder une vidéo. Évidemment, on n'est pas du tout sur le même concept. Au niveau du positionnement de l'OPT, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, et on l'a indiqué tout à l'heure, l'OPT déploie les infrastructures en Nouvelle-Calédonie. Donc il était important pour nous, dans ce nouveau réseau à déployer, d'avoir une place majeure au niveau du déploiement des infrastructures. En termes de services, on souhaite faire bénéficier de ce réseau-là, de ces services-là, les entreprises locales en Nouvelle-Calédonie. Donc on a des clients derrière, mais on a aussi des entreprises qui sont tout à fait capables de développer des applications pour des bénéficiaires et pourquoi pas demain les exporter. Et c'est véritablement le modèle qu'on essaye de favoriser, des services qui soient conçus en Nouvelle-Calédonie pour des clients en Nouvelle-Calédonie en s'appuyant sur des infrastructures de l'OPT. Et l'OPT, au cœur de ce dispositif-là, on parle d'antenne, mais on parle également de base de données, on parle également de concentration de la donnée. On a également un rôle. Il y a plusieurs data centers en Nouvelle-Calédonie qui pourront, dans le temps, stocker la donnée, la valoriser, ce qui évite à un client de devoir lui-même conserver typiquement ses index pendant plusieurs années, puisqu'après, on le sait, on parlera d'open data en fin de présentation. Ce sont aussi des données riches qui nous permettront de pouvoir valoriser une expérience de ces différents objets qui sont connectés. En termes de projet, on a évidemment constitué une équipe projet avec plusieurs arcs. Le besoin de déployer des offres, déployer les réseaux et intégrer les réseaux. Donc ça, c'est ce qui est en cours actuellement.
en cours avec nos partenaires. Donc là, je vais faire plutôt un focus sur les partenaires. Alors, on peut en inviter d'autres, évidemment. Hein. Tout le monde est le bienvenu dès lors qu'on a un projet. Un partenaire majeur qui nous a sollicité dès le début, c'est l'ASLN. Mathieu est présent ici si vous avez des questions un petit peu plus précises sur leur projet. Pourquoi l'Internet des objets? Très simplement, c'est des forts enjeux financiers. Donc au-delà d'une dépense supplémentaire ou d'un gadget comme on l'a dans le grand public, pour l'industrie, ça permet d'optimiser fortement la maintenance des équipements. Chaque équipement peut être équipé de nombreux capteurs et ces capteurs peuvent communiquer en temps réel. Donc on peut avoir de la maintenance préventive, une maintenance beaucoup plus réactive, équiper tous les sites, les rendre communicants. Donc on va fiabiliser le processus de production puisque nous aurons des équipements qui seront mieux maintenus, et puis optimiser la dépense d'énergie. Un équipement peut être coupé. Je dis nous parce que c'est également applicable pour l'OPT et sans doute d'autres industries en Nouvelle-Calédonie. Et au final, quand on a fait tout ça, on optimise les coûts de production. Donc on ne parle pas de réduire le personnel, mais bien d'optimiser les coûts de production en ayant un outil de production qui est beaucoup plus performant, une maintenance qui est beaucoup plus fiable. On a également, donc ça on en a parlé, un partenariat avec EEC, on a également un partenariat avec Enercal, ils apparaissent sur le même slide, mais ce sont deux projets que chacun mène indépendamment sur de la télérelève de compteurs connectés. Donc on l'a vu évidemment, et vous en avez ici. Ça vous permet d'avoir un parc hétérogène de compteurs et de pouvoir proposer des nouveaux services aux clients. On peut aider les clients à mieux contrôler sa facture, mais on peut également faciliter un changement de titulaire sur un abonnement en faisant à distance un relevé de l'index. Enfin, nous avons des perspectives. La recherche est très intéressée par les objets connectés, des capteurs environnementaux marins connectés. Donc on va parler de taux de salinité, température de l'eau. Et tout ça, c'est énormément de données qu'on peut remonter, j'ai envie de dire, assez facilement une fois que le réseau et les objets seront déployés et qui permettront d'alimenter de nombreuses études et applications basées sur l'analyse en masse. Ça, c'est vrai pour tout ce qu'on va faire. Donc on parle de big data. Et puis également leur partage d'open data, donc l'Internet des objets, ça ouvre à tous ces concepts-là, big data, open data, valorisation de la data et création de valeur en Nouvelle-Calédonie, création de nouvelles applications. Voilà pour la présentation, je vous remercie. Je viens de passer en mode nuit. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le principal. Merci Philippe. On s'était entendu. Et évidemment, alors vous avez sans doute participé ou alors entendu parler des Smart Days. Donc c'est un événement qui va aller sur son troisième salon cette année, que l'on organise en partenariat avec la CECAL, l'université cette année, Enercal. Et cette année, on a décidé de faire un démonstrateur. Donc un démonstrateur, c'est véritablement... Et la CDE, oui, ou à venir, on invite chacun à nous rejoindre. Les Smart Days, initialement, c'était une journée où l'on souhaitait expliquer un petit peu tout ce qui pouvait se faire en termes de numérique, d'innovation. L'année dernière, on s'est concentré sur l'énergie, sur la réduction de l'énergie, donc on est un petit peu dans des thèmes comme aujourd'hui. Et cette année, on voulait véritablement faire un démonstrateur, montrer que tout cela fonctionne sur le terrain. Donc on a sélectionné une zone sur Dumbéa et on a connecté une centaine de foyers avec des connecteurs communicants, électricité, eau, des accès Internet avec de la fibre optique. Et bien évidemment, on aurait pu parler de fibre optique, mais... un autre jour, et derrière une approche sociologique des usages. Donc il suffit pas, l'objectif n'est pas uniquement d'apporter de la technologie, mais regarder comment les usages évoluent quand on développe ce type d'outils, et puis permettre le développement des nouveaux services. Donc tout cela est en cours de déploiement, et nous souhaitons faire une restitution. La démonstration durera beaucoup plus longtemps, mais un premier retour d'expérience le 1er décembre 2017. Vous êtes tous conviés. Et je vous remercie parce que cette fois-ci, c'était bien le mot de la fin. Je vous remercie. Très bon après-midi. Au revoir. Donc maintenant, c'est un pitch de la Calédonie des eaux qui va présenter pendant
une demi-heure, 40 minutes, 3 projets qu'ils ont menés en interne et qui, pour certains, étendent sur toute la région. Ça marche ? Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Rack, je suis responsable du bureau d'études de la Calédonienne des Eaux. Donc, dans le cadre des enjeux environnementaux, à travers la surveillance en continu du milieu marin, nous avons développé un projet encore unique en Nouvelle-Calédonie. C'est la sirène de la baie de Koutiou. Donc, ce projet, c'est en particulier une bouée sirène qui a été installée au milieu de la baie de Koutiou. Donc, vous voyez au nord le Medipôle et à l'est la nouvelle station d'épuration de Dambéa 2 qui vient d'être construite. Donc, cette station d'épuration a un émissaire en mer qui est implanté, où la bouée sirène est implantée juste en extrémité de l'émissaire. Donc il y a un rejet d'eau douce épurée. Donc cette bouée sirène implantée à l'extrémité de l'émissaire est composée d'un flotteur, d'un certain nombre de capteurs qui sont immergés et ainsi qu'une antenne pour transmettre les données brutes. Donc pourquoi implanter une bouée sirène dans la baie de Koutiou ? Donc l'intérêt, c'était de mesurer 5 paramètres qualité en continu, de suivre les évolutions de la baie et bien sûr de permettre une comparaison des données avec le point zéro, c'est-à-dire avant la mise en service de la station d'épuration. Pour préciser cette pensée, la bouée sirène a été implantée en juin 2016 et la station d'épuration a démarré fin novembre. Donc nous avons pu enregistrer les données avant son démarrage. Donc les paramètres qui ont été mesurés sont au nombre de 6, l'oxygène, la chlorophylle, le pH, la turbidité, la conductivité, la température. Donc tous ces paramètres, ce petit concentré de technologie, donc c'est une mesure toutes les 15 minutes pour chaque paramètre, soit 96 données par jour par paramètre. Donc la chaîne de suivi, donc l'antenne de la bouée sirène dans la baie envoie des informations directement à une plateforme qui nous alerte en cas d'anomalie ou de maintenance préventive. Donc nous nous sommes fait aider par notre prestataire Rivage Protect du groupe Suez, parce que bien sûr c'était une première pour nous aussi, dans la validation des données et dans les réalisations de rapports de synthèse. Donc l'ensemble de ces données validées sont accessibles via un site internet et donc l'ensemble de nos partenaires ont accès à cette interface web et donc peut suivre l'évolution des paramètres dans la baie. Donc nos partenaires sont principalement les services techniques de la ville de Dambéa. Donc le bilan pour 2016, donc tout d'abord réussite pour le déploiement de la première bouée sirène en Nouvelle-Calédonie, qui fait un suivi marin. Donc on a enregistré pas de variation des paramètres avant et après la mise en fonctionnement de la station d'épuration. Et donc on a aussi constaté une très bonne oxygénation du milieu et une baisse de la chlorophylle lors des épisodes pluvieux. Parce que bien sûr, la station d'épuration rejette de l'eau douce qui perturbe, en particulier pendant les épisodes pluvieux. Donc l'étape suivante, le déploiement. Donc notre objectif est de mettre plusieurs bouées sirènes en place dans les baies fréquentées des communes. Justement, nous envisageons sérieusement d'en mettre une dans la baie de Baie-Sainte-Marie au travers d'une convention que nous avons établie avec la commune de Nouméa. Et bien sûr, la dernière étape, ça serait de rendre accessible au grand public via une interface mobile de l'ensemble des paramètres qualité. N'hésitez pas, je suis au stand si vous avez des questions sur la bouée sirène. Merci. Bonjour, donc, je suis Mathieu Mardelaine, chargé de mission à la Calédonienne des Eaux. Je vais vous parler de la télérelève qui permet une gestion smart de la consommation en eau potable. Donc, pour agrémenter un peu ce que disait notre confrère de l'OPT. Donc,
Tout d'abord, qu'est-ce que la télérelève? La télérelève, ça permet de relever plusieurs fois par jour l'index d'un compteur sans embêter le client. Donc, comment procédons-nous? En mettant un émetteur sur un compteur qui recueillera la donnée et la transmettra toutes les 6 heures à un concentrateur via le réseau radio en 169 MHz. Et donc, ce concentrateur va récupérer l'ensemble de tous les émetteurs et les transmettre à un système d'information de collecte qui va traiter la donnée et nous la retransmettre sur un portail de restitution pour mieux visualiser toutes les données récupérées. Avec cela, on aura toutes les informations du compteur, de l'émetteur, du client et toute sa consommation récupérée. Donc avec les consommations journalières, mensuelles, annuelles, les fuites, les surconsommations d'eau et les retours d'eau dans le réseau. On vous en reparlera un peu plus tard. Donc, maintenant qu'on a vu comment ça se passe, cette technique proposée par Suez est une technique performante et surtout une solution pérenne. Suez est leader en Europe depuis plus de 10 ans avec cette technique et 3 millions de compteurs d'eau sont télérelevés dans 500 villes, dont 1,6 million en France et 1 million en Espagne. De plus, en mars, Suez, GRDF et Sagemcom ont fondé l'alliance WISE pour créer un écosystème autour de l'IoT spécialement défini pour les acteurs industriels et les services publics. Et cela, grâce à cela, GRDF a pu remporter un appel d'offres cette année pour poser 11 millions de compteurs télérelevés de gaz pour une mise en place jusqu'en 2022. Donc pourquoi la fréquence 169 MHz? Puisque c'est une fréquence réservée pour la télérelève et permet une propagation assez accrue. Nous avons fait des tests en Nouvelle-Calédonie en posant un émetteur sur un compteur de l'université de Nouville. Un récepteur a réussi à récupérer la trame, donc le signal, à Païta, donc à plus de 13 km. En métropole, Suez a posé une antenne réceptrice au niveau de la Défense et des signaux ont été récupérés à plus de 50 km. Donc grâce à cela, on peut réduire le nombre d'antennes, avoir une meilleure redondance et éviter les répétiteurs, ce qui permet d'éviter de trop faire de réparation et d'entretien. Donc les atouts techniques de ces technologies, c'est un déploiement rapide, puisque comme vous avez vu, il n'y a plus qu'à clipser un émetteur sur un compteur déjà en place, on le code, et ça y est, le compteur est télérelevé pour 15 ans. La durée de vie d'un émetteur est de 15 ans. Une richesse des données, car avec 4 relevés par jour, on peut avoir de nombreuses données que vous verrez un peu plus tard avec ma collègue. Et une solution cryptée qui permet une sécurisation de la donnée. Donc l'impact des ondes radio, donc comme je vous ai dit, c'est du 169 MHz. Le compteur télérelevé, il émet juste 2 secondes par jour, une puissance 20 fois inférieure à celle d'un téléphone portable. Donc ça fait 10 ans que Suez utilise cette technologie. La NFR, l'Agence nationale des fréquences, est déjà rapprochée de ce système et a validé comme quoi ce système n'est sans problème pour la santé humaine. Donc c'est l'antenne qui émet seulement 2 secondes par jour, qui envoie au concentrateur, et le concentrateur qui est là et qui envoie au SI, lui émet par le réseau téléphonique seulement pendant quelques secondes. Donc maintenant qu'on a vu comment ça se mettait en place, ma collègue Amandine va vous présenter les services que cela permet de faire aux clients et aux exploitants. Bonjour, Amandine, chargée d'études de la Calédonienne des Eaux. Donc, là, on a pu voir que la technologie de Suez était une technologie pérenne, mais avec une volonté perpétuelle d'innovation et de proposer de nouveaux services aussi aux clients et aux administrés. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on a fait plusieurs phases pilotes, donc au niveau de la commune du Mont-d'Or, la commune de Païta, de Nouméa et de Koumak, avec la pose d'une centaine de compteurs télérelevés.
Et là, dès la semaine prochaine, on installe une centaine aussi à Dembéa dans le cadre des Smart Day et de l'hackathon en collaboration avec Enercal, avec l'OPT, la CECAL et la ville de Dembéa. Donc, suite à cette phase terrain, il y a eu la nécessité de traiter les données et de gérer notre parc de compteurs télérelevés. On a donc développé des outils de gestion, notamment via la cartographie. Donc là, comme vous pouvez voir, on a des cartographies pour localiser nos compteurs télérelevés, donc sur le Mont d'Or, Nouméa et Païta. De cette cartographie-là, donc c'est vraiment les quatre relevés par jour qu'on arrive à voir sur cette cartographie. On peut y ajouter des filtres qui nous permettent de voir les réparations à effectuer, les fraudes sur les compteurs, de détecter les fuites. Donc là, c'est un exemple de cartographie de détection de fuites. Donc pareil sur le Mont d'Or, sur Nouméa et sur Païta, ce sont les fuites qu'on a détectées. Si on clique sur l'un des repères, on a toutes les informations du client et du branchement afin d'identifier facilement la fuite et de pouvoir intervenir sur le terrain. Nos agents reçoivent directement sur leur tablette les interventions à effectuer. Donc, et là, pareil, sur leur tablette, ils auront aussi les informations sur le client, sur l'adresse, sur le branchement et la réparation ou la tâche à effectuer. Donc ça nous permet vraiment d'être plus réactifs. Et voilà. Donc après, on fait aussi des services aux clients, bien évidemment, grâce à ce système. Donc les services, ça va être surtout les alertes fuites. Donc aujourd'hui, on peut détecter immédiatement si le compteur a une fuite. Donc là, on envoie dans ce cas une alerte par mail, donc avec les indications sur le numéro de compteur, sur l'adresse, pour que le client identifie plus facilement le compteur problématique. Il peut aussi recevoir une alerte SMS avec les mêmes indications de numéro de compteur et d'adresse. Et s'il ne possède pas de mail ou de téléphone portable, il peut recevoir l'alerte par courrier. Donc ça, c'est vraiment, le but est vraiment de protéger la ressource et aussi de proposer, de satisfaire le client et de réduire aussi les factures d'eau, et bien évidemment, puisqu'on détecte les fuites plus rapidement. Après, il y a des outils de maîtrise de la consommation. Donc ces outils seront disponibles sur notre agence en ligne, sur le site internet de la Calédonienne des Eaux. L'usager va pouvoir avoir accès à son index, il va pouvoir avoir accès à sa consommation mensuelle, sa consommation quotidienne, il pourra avoir des bilans de consommation. Donc là, ça permet de savoir les moments où il a le plus consommé et ceux où il a le moins consommé, de manière à s'interroger et à comprendre pourquoi il a plus consommé certains jours, et donc adapter sa consommation. Après, il pourra aussi avoir des courbes de fuite. Donc là, on a vu à Nouméa, par exemple, sur ce site-là, il y avait une fuite de 240 litres par heure. Donc ça permet aussi de pouvoir comprendre l'importance de la fuite. Donc, tous ces outils, ont été mis en place dans le but que le client devienne un consommateur et ne soit plus un simple consommateur. Ça offre une réelle révolution des services, que ce soit pour le client, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on essaie de, grâce à tous ces outils, il y a vraiment une préservation de la ressource, on maîtrise notre consommation d'eau, et surtout dans des périodes de sécheresse comme on connaît en ce moment, la nécessité de protéger cette ressource en eau paraît encore plus importante. Donc, et aussi, il y a le fait de mettre en avant les compétences locales, de pouvoir mettre en avant nos compétences de la Calédonienne des Eaux et aussi adapter ce système aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Donc après, si vous voulez plus de renseignements sur notre système et sur les autres systèmes qu'on présente, on a le stand, on est à notre stand. Voilà. Oui, je vais parler à la place d'un de mes collègues qui devait présenter une technologie qui concerne le dessalement de l'eau de mer. Alors, je suis moins spécialisé que lui, mais en tout cas, j'essaierai de répondre à vos questions. Cette technologie part d'un principe simple, c'est que dans les îles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau, sauf que cette eau, elle est salée, et que dessaler l'eau de mer, c'est
c'est des technologies qu'on maîtrise bien, qui évoluent sans arrêt et qui sont de mieux en mieux maîtrisées. Par contre, elles ont un défaut, c'est qu'elles coûtent cher en énergie. Ce qui fait que sur des îles où, comme on l'a dit, l'énergie est souvent assez chère, surtout sur les petites îles, voire indisponible, puisqu'il y a encore des îles où il n'y a pratiquement pas de réseau électrique, il a semblé intéressant de regarder si on pouvait associer des panneaux solaires et de l'osmose. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les panneaux solaires produisent de l'énergie qui ensuite peut être stockée dans des batteries. Et ces mêmes batteries peuvent alimenter un osmoseur. Ça entraîne un inconvénient, c'est qu'il faut donc du coup des batteries. Et les batteries, il en faut beaucoup. Et les batteries, ce sont aussi malheureusement des objets très polluants. Donc on est allé rechercher une autre solution et on l'a trouvée chez une start-up qui s'appelle Mascara. Et je vais laisser la parole au créateur de cette start-up qui a fait un petit film pour expliquer la technologie qu'il a développée. La société Mascara a développé pour la première fois au monde un système de dessalement d'eau de mer solaire, avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de stockage d'énergie. Nous utilisons donc des capteurs solaires photovoltaïques pour produire l'énergie nécessaire à notre équipement. Et c'est cette électricité qui va piloter le fonctionnement de Osmosun, l'unité d'osmose inverse, qui va fonctionner donc au fil du soleil, c'est-à-dire à puissance et à débit variable. Lorsque des nuages apparaissent, on l'entend. Le débit et la puissance de la machine baissent. Dès que le nuage disparaît, la machine va produire plus, va accélérer, et ce, tout au long de la journée, au gré des passages nuageux et de l'énergie incidente. Le soir, elle va s'arrêter. Par ailleurs, notre consommation est extrêmement faible, c'est-à-dire que nous consommons de l'ordre de 2,5 kWh par mètre cube d'eau douce produite, ce qui nous place parmi les plus faibles consommations sur ce type de technologie. Ces résultats, nous les constatons depuis un an avec le fonctionnement de cette machine. C'est pour nous un véritable espoir pour tous les gens qui manquent et manqueront d'eau avec les effets du changement climatique. Donc ce projet, on peut peut-être passer sur le PowerPoint. Ce projet, il a été développé donc au départ en métropole, dans la région de Chartres. Il y a eu un premier démonstrateur qui a eu lieu en Arabie, je ne sais plus, à Dubaï, je crois. Non, pardon, je ne suis pas sûr, dans les Émirats. Et ensuite, il y a un démonstrateur qui est en place depuis le début de l'année, donc depuis plus de 6 mois, sur la Polynésie française, à Bora Bora. Donc, comme l'a dit Marc Vernier, pour la première fois, la production varie avec l'intensité du soleil. L'astuce qu'il a trouvée, c'est d'éviter d'avoir à passer en tout ou rien et de permettre effectivement, quand l'intensité du soleil varie, ce qui arrive tout le temps, de simplement modifier le débit de l'appareil. Donc l'appareil, finalement, les membranes vont s'adapter automatiquement à tous les paramètres, à la fois la température, la puissance solaire, la salinité, et pour sortir, donc adapter le débit d'eau traitée. Donc là, on voit à peu près la même chose. La production, bien sûr, est directement limitée par la quantité d'énergie. Donc la nuit, ça ne produit pas. Il va produire environ 8 heures par jour. Les avantages, donc, c'est 100% d'énergie solaire. Une consommation basse, ça c'est lié à la technologie des membranes et le choix qui a été fait de faire un traitement avec un rejet de perméa relativement élevé. Un retour sur investissement qui va dépendre, bien sûr, du coût de l'énergie,
mais qui sera de l'ordre de 3 à 5 ans dans les pays où l'énergie est relativement chère. Alors pourquoi c'est plus cher que le système traditionnel? C'est parce que comme il produit que 8 heures par jour, mais il faut le dimensionner de manière 3 fois plus grosse qu'une installation de dessalement qui marcherait 24 heures sur 24. Mais par contre, donc, il y a un coût réduit de coût d'exploitation qui permet de récupérer l'investissement sur quelques années. Un impact environnemental réduit, on l'a dit, pas besoin de batterie, et un système qui bénéficie des technologies les plus développées en matière d'automatisation et de télésurveillance. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la gamme de débit. Au départ, donc, c'est des installations qui étaient de capacité plutôt moyenne. Nous, on leur a demandé, comme on est en partenariat avec eux, de développer aussi des solutions pour des plus petites capacités, parce qu'il y a vraiment des petits îlots isolés sur lesquels on pense qu'il y a une niche pour ce genre d'installation. Et à contrario, il peut y avoir aussi des installations de beaucoup plus grosse capacité qui éventuellement peuvent même marcher en hybride. C'est-à-dire rien n'empêche d'avoir une installation qui puisse marcher au soleil et qui puisse marcher la nuit à l'électricité. Voilà, je voulais simplement peut-être préciser un point, c'est que c'est pour moi un bel exemple d'innovation qui est vraiment lié à la personnalité de cet entrepreneur, Marc Vernier, qui depuis, je crois qu'il a plus de 70 ans et toute sa vie, il a innové. Moi, jeune ingénieur, je posais des pompes en Afrique qui étaient déjà des pompes de Marc Vernier. Et j'ai appris 35 ans plus tard que c'était le même inventeur qui avait fait l'Osmosun. Et je trouve que c'est bien, d'une manière générale, pour des groupes comme le nôtre, de pouvoir travailler avec ces startups, avec des inventeurs, avec des petites entreprises qui ont des idées et qu'on aide à développer, dans la mesure, bien sûr, où ça satisfait à des besoins. Merci. Merci à CDE pour cette présentation. On va passer à une intervention de EEC NJ. Rebonjour à tous, juste une petite précision pour nos amis qui ne sont pas calédoniens. Donc EEC est une société calédonienne dont l'activité exclusive est la distribution d'énergie en Nouvelle-Calédonie depuis 1929. Et EEC est une filiale du groupe Engie. Nous alimentons en électricité 65 000 clients en Calédonie sur les 100 000 clients que compte la Nouvelle-Calédonie. Donc au travers de cette présentation cet après-midi, je voulais vous montrer comment le groupe Engie et EEC ont décliné et ont mis en œuvre cette sensibilité à l'innovation et comment on a utilisé cette innovation comme levier de transformation de notre groupe, transformation rendue nécessaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, par la révolution des modes de fonctionnement de nos métiers liés à l'énergie. Donc je vais vous laisser regarder pendant 3-4 minutes ce petit film sur l'innovation au sein d'Engie. Bonjour Nouméa. Les métiers d'Engie, que ce soit l'énergie proprement dite ou les services que nous offrons aux collectivités locales ou aux industriels, sont en plein bouleversement. Nous appelons ça chez nous les 3D, la décentralisation des systèmes de production, la décarbonation avec l'essor des énergies renouvelables dont le prix de revient s'est totalement effondré, et puis évidemment la digitalisation. Face à cette véritable révolution, Engie a décidé de prendre le taureau par les cornes et l'innovation est un des leviers de la transformation du groupe. La stratégie d'innovation d'Engie repose sur 3 principaux piliers. Investir dans des secteurs stratégiques et dans des startups qui sont porteuses des technologies d'avenir. Plus largement, développer une culture de l'innovation d'Engie qui va permettre de faire émerger de nouveaux business. Et enfin, évidemment, et c'est peut-être le principal, travailler avec l'écosystème d'innovation chez Engie et autour d'Engie, partout où le groupe est présent. En matière d'investissement, Engie a créé il y a 3 ans Engie New Venture, un fonds doté de 115 millions d'euros destiné à investir dans des startups en développement commercial et qui sont en affinité avec notre stratégie. À titre d'exemple, l'hydrogène est l'un des grands défis d'avenir pour Engie. Nous avons investi l'an passé dans la société Symbio qui fabrique des piles à combustible pour une meilleure mobilité électrique. Au total, depuis 2014, Engie New Venture a investi dans une quinzaine d'opérations de ce type. Le deuxième pilier de notre transformation, c'est la culture, et notamment la culture de l'innovation à travers le groupe.
Chaque année, chez Engie, nous identifions près de 3000 collaborateurs qui, dans le cadre de leur travail, quelle que soit leur activité, ont amélioré, innové, inventé et appliqué en ce sens une nouvelle façon de faire que nous appelons « Is there a better way ?» Nous avons également mis en place un processus qui permet à tout collaborateur de proposer une idée de nouvelle activité ou de nouveau business sur une plateforme que nous avons appelée Innovate Engie et qui leur permet d'envoyer cette bouteille à la mer que nous récupérons et qui, si cette idée, nous pensons qu'elle a un potentiel, va être développée en produit par un processus d'incubation. Aujourd'hui, plus de 25 projets ont été développés de cette façon. Plus de 25 équipes ont passé 100% de leur temps dans un incubateur professionnel pour développer un nouveau produit et trouver un premier client. Le dernier levier, c'est la participation à l'écosystème. Comme mes collègues le font en Nouvelle-Calédonie, il s'agit tout simplement d'aller à la rencontre des écosystèmes locaux, que ce soit des incubateurs, des universités, des centres de compétences, quel que soit le pays, il y a toujours des foyers d'innovation, et aller à la rencontre des startups. C'est comme ça que l'innovation peut émerger en croisant nos besoins et le développement de nouvelles offres par les startups. De façon encore plus précise, Engie lance des appels à projets à la demande de ces business units qui ont un besoin opérationnel et nous avons lancé ainsi près de 60 appels à projets qui ont généré des dizaines de deals commerciaux avec des startups. Investissement, ouverture, agilité, culture, business, voilà en quelques mots les piliers de l'innovation chez Engie. Donc voilà, vous avez un aperçu là, de la manière dont le groupe, je vous rappelle que Engie, c'est l'ancien groupe GDF Suez qui avait parmi ses activités principales la production d'énergie, en particulier la production d'énergie à partir de charbon. Et ça représentait une part très importante de chiffre d'affaires du groupe. Et avec l'arrivée de notre nouvelle directrice Isabelle Kocher il y a 2 ans, on a complètement changé de mode de fonctionnement en se consacrant principalement à tout ce qui était nouvelle énergie, donc des énergies décarbonées, renouvelables, la digitalisation et le service qu'on apporte aux clients lié à cette révolution énergétique. Et donc le groupe Engie a cédé des pans entiers de son activité, a revendu l'ensemble de ses centrales au charbon et met en place les moyens de recréer les activités dans les nouveaux métiers liés aux énergies renouvelables et en ligne avec la transition énergétique. Donc je vais vous présenter de manière beaucoup plus modeste la manière dont on a implémenté ou déployé ceci au sein de EC, de manière tout aussi beaucoup plus modeste, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Et donc comment l'innovation, on a au sein de EC considéré l'innovation comme un levier de bouleversement ou de modification du fonctionnement de l'entreprise. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Donc, nos métiers sont en plein bouleversement. De plus en plus, l'énergie, pour répondre aux contraintes des changements climatiques, l'énergie devra être produite à partir de ressources vertes, renouvelables, donc principalement axée sur le solaire, l'éolien, les énergies marines. Elle sera de plus en plus décentralisée. Le concept qu'on a connu jusqu'à maintenant de grosses centrales de production éloignées d'un réseau de transport qui amène l'énergie à un centre de consommation, c'est un modèle qui devrait progressivement disparaître. De plus en plus, les énergies seront produites localement sur chacun de vos toitures, qui représenteront une petite centrale électrique à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une commune. Donc l'énergie va être beaucoup plus décentralisée. Et pour pouvoir piloter tout ça, parce que la difficulté de l'énergie, c'est qu'il faut pouvoir faire correspondre l'offre à la demande, il est nécessaire de mettre en place des systèmes
intelligent pour pouvoir, à chaque instant, et c'est tout l'intérêt des échanges qu'on a avec la Calédonienne et avec l'OPT en particulier, de pouvoir mettre en moyen ce qu'on appelle des smart meters qui vont permettre à chaque instant de mesurer les flux d'énergie et donc s'assurer que l'offre à chaque point du réseau correspond à la demande. Et c'est tout l'aspect prioritaire de cette révolution qui est la digitalisation du fonctionnement de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la rapidité des marchés à se transformer, engendre la nécessité d'innover plus vite. Voilà, le monde de l'énergie de demain est encore à définir et donc il est important, essentiel pour notre survie qu'on puisse innover, travailler avec les écosystèmes existants, travailler avec les startups pour imaginer et concevoir le mode de fonctionnement des énergies de demain. Et donc l'innovation constitue en ce sens un levier de transition et de transformation de l'entreprise. Alors développer une culture de l'innovation, ça se décrète pas, ça se décide pas au niveau du manager. Donc on a entamé il y a maintenant 2 ans une démarche d'entreprise qui a impliqué l'ensemble des collaborateurs. On a travaillé ensemble pour définir ce qu'on souhaitait que EC devienne, quelle était la vision de EC et quelles étaient les valeurs que nous souhaitions mettre en avant pour atteindre nos objectifs. Ce processus a été fait de manière très collaborative, hein, c'est pas descendu de la direction vers l'ensemble des agents, on a vraiment travaillé ensemble et cette démarche collaborative a permis de dégager 5 valeurs essentielles: la cohésion, le professionnalisme, l'agilité, le service au client et l'innovation. Donc l'innovation est clairement ressentie et sortie comme un élément essentiel de transformation de la société. Et pour cette valeur innovation, on a défini des grandes lignes directrices qui sont de répondre aux enjeux de la ville de demain, être un acteur de référence de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie, favoriser la créativité en osant, en se trompant parfois, mais en tirant profit de nos expériences, et proposer à nos clients des services innovants. Et à partir de ces 5 actions maîtresses, l'ensemble des agents, service par service, section par section, ont travaillé à la mise en place de plans d'action très très opérationnels qui permettent de s'intégrer dans cette démarche d'innovation qu'on a progressivement mis en œuvre au sein de EC. Monsieur Quéret, le directeur de l'innovation, le rappelait tout à l'heure, on a en tant que filiale du groupe Engie accès à cette plateforme d'innovation. Donc chacun peut dans la société poster des idées. Donc on en a posté une dizaine l'année dernière. Certaines ont été suivies qui permettent à tous nos employés d'avoir une idée et de l'exposer pour qu'elle soit éventuellement par la suite reprise et partagée avec d'autres. On a mis aussi en place un réseau social d'entreprise, Yammer, donc qui est l'équivalent d'un Facebook d'entreprise quelque part. On ne l'utilise pas trop comme outil Facebook, mais plutôt comme moyen de créer des groupes de travail avec différents collaborateurs à travers le monde sur des sujets sur l'énergie décentralisée, sur des aspects très techniques liés au réseau. Donc ça a permis à nos agents de beaucoup mieux communiquer avec leurs pairs au sein du groupe Engie sur différents aspects techniques dans différents domaines. Donc c'est un moyen aussi important de travailler avec l'ensemble de nos agents sur cette culture de l'innovation. Toujours pour développer la culture de l'innovation, le groupe organise tous les ans un trophée de l'innovation. Avant ce trophée, pendant 1 mois et demi, l'ensemble des collaborateurs peuvent préparer et envoyer des projets. Nous avons cette année à EC proposé 3 projets en 2016 et nous avons été récompensés pour le trophée que vous présentera tout à l'heure Julie, qui est la borne de paiement Scan & Pay. Et nous avons sur ce projet obtenu une récompense du groupe Engie.
L'innovation, bien sûr, c'est une démarche, mais c'est aussi pour la rendre disponible à nos clients. Alors là, j'ai présenté deux offres nouvelles que nous avons mises en œuvre récemment. La possibilité nous offrons à nos clients la possibilité d'installer sur leur toit des panneaux solaires. Et nous offrons aussi la possibilité à nos clients de les dépanner 24/24 après leur compteur. C'est-à-dire, même si ce n'est pas un problème EEC et que c'est un problème intérieur, on continue d'intervenir et quand on quitte le client, l'ensemble l'électricité est de nouveau remise en service. Ce n'est pas tant la technique qui est intéressante, ce qui est nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est le changement de culture. C'est une entreprise d'ingénieurs. Jusqu'à maintenant, on n'intervenait que jusqu'au compteur et on s'interdisait de pouvoir proposer d'autres services à nos clients. Donc ça, c'est un changement de culture important qu'il a fallu mettre en œuvre. C'était de se dire, le client, il a besoin de l'électricité, même si ce n'est pas de la faute de EC, il veut que quand on s'en aille, il ait l'électricité. Donc on intervient après compteur, on propose des services innovants, nouveaux, qui n'étaient pas des services habituels dans notre mode de fonctionnement. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cet exemple. C'est clairement au sein de EC un changement de culture. Le deuxième point innovant que je voulais mentionner, c'est la fameuse borne Scan and Pay que vous présentera tout à l'heure Julie, et donc qui a été récompensée au trophée de l'innovation du groupe. Là, encore une fois, on est parti de rien et on a conçu avec les agents de l'entreprise, avec les partenaires locaux, une borne qui permet à la fois de payer en scannant sa facture d'électricité, sa facture d'eau, que ce soit en espèces ou que ce soit par carte bleue, et aussi acheter des recharges des compteurs kilowatt. Les compteurs kilowatt est un compteur qui fonctionne comme les mobiles téléphonie, où vous achetez des crédits d'électricité pour pouvoir les utiliser de manière prépayée. Autre élément d'innovation qu'on a mis en œuvre, on est parti du constat qu'en particulier sur Nouméa, plus de 60% de nos clients sont dans des logements collectifs. Vous savez que depuis maintenant 2 ans, le gouvernement a mis en place une réglementation qui permet à chacun d'entre nous d'installer des panneaux solaires sur son toit, d'utiliser cette production pour sa propre consommation et de renvoyer l'excédent sur le réseau. Donc ce système est en place, il fonctionne bien, mais il était principalement dédié aux clients individuels. Quid de mes 70% de clients qui ne pourront pas utiliser ce système. Donc on a réfléchi à un système grâce aux compteurs intelligents, grâce au réseau LoRa développé par l'OPT, qui permettrait en quelque sorte, et c'est pour ça que j'appelle ça autoconsommation virtuelle, qui permettrait en installant sur une copropriété ou sur des logements SIC, une seule installation solaire qui débite sur le réseau, et on reconstitue toutes les 10 minutes, grâce aux informations des compteurs intelligents, une estimation de ce qu'aurait été mon autoconsommation et de ce que j'aurais renvoyé sur le réseau, et qui permet dans ce cas, une fois par mois, de simuler une facture pour chacun des locataires, comme si chacun d'entre eux avait acheté un panneau solaire pour son propre compte. Donc ça, c'est un projet qu'on a développé depuis 2 ans. On l'a présenté à la DIMAC, et celle-ci est en train de finaliser le cadre réglementaire qui permettra de mettre en œuvre cette solution innovante. Je pense que ce sera sûrement une première en Europe et en Calédonie en tout cas, évidemment. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a développées en interne dans le cadre de cette réflexion sur l'innovation. Autre élément sur lequel nous avons travaillé, vous avez vu monsieur le directeur de l'innovation présenter les recherches et les études que nous faisons sur la mobilité électrique. Depuis la fin de l'année dernière, on a mis en place un démonstrateur au PK4 AEC qui intègre en écosystème vertical les panneaux solaires, un système de bornes électriques avec un système intelligent d'autopartage et des véhicules électriques. Tout ce système fonctionnant pour l'idée de pouvoir proposer ce système-là sur les collectivités. Donc dans un premier temps, démarrer ce principe
de véhicules électriques en autopartage pour les collectivités qui pourraient être intéressées. Le démonstrateur est presque opérationnel. On travaille avec une start-up en France et avec les équipes, une équipe projet d'Engie. Il devrait pouvoir être disponible très prochainement. La dernière difficulté que nous avions, c'était de pouvoir, avec mon badge d'entreprise, faire la réservation sur Internet de mon véhicule et de pouvoir utiliser mon badge pour déverrouiller le véhicule et l'utiliser. Les systèmes RFI, les systèmes de cartes en Calédonie étant différents de ce qu'ils sont en Europe, donc il a fallu adapter le produit. On est sur le point de pouvoir le mettre en œuvre. Et donc ça permettra non seulement d'avoir une flotte de véhicules vertes rechargés à partir de panneaux solaires. On a sur notre toit plus de 200 kW de panneaux solaires, très largement suffisants pour compenser la consommation des véhicules électriques pendant une année. Et un système d'autopartage, c'est aussi le point un petit peu nouveau. Vous savez qu'en Calédonie, on aime bien avoir sa propre voiture. Dans les entreprises, c'est pareil. Donc il a fallu commencer progressivement à travailler avec nos agents sur le changement de culture, faire en sorte qu'ils acceptent de ne plus avoir leur véhicule, mais quelque part de le partager avec leurs collègues, moyennant un moyen d'autopartage qui doit être efficace, simple d'usage. Et donc progressivement, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui permet de réduire le nombre de parcs de véhicules. On a commencé avec un parc de véhicules de 15 véhicules en autopartage. On arrive maintenant, on en a supprimé 2 et on continue 2 véhicules qui n'étaient pas en autopartage. Et donc on continue à fonctionner avec ce système. Donc ça permet non seulement de faire des économies sur les investissements, mais de partager les ressources. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau en termes de culture. Dernier point, et c'est le point qui était mentionné par le directeur de l'innovation, c'est stimuler et collaborer à l'écosystème. On est persuadé que pour penser, réfléchir le monde de demain, on ne pourra pas le faire tout seul dans notre coin avec les ressources d'Engie. Il faut qu'on s'associe à des startups, à des gens qui pensent vite, qui ont une manière de fonctionner beaucoup plus agile que peut l'avoir un gros groupe comme le nôtre. Et donc l'idée, c'est de pouvoir collaborer et travailler en étroite collaboration avec l'écosystème, ce qu'on a commencé à faire avec l'OPT et la Calédonienne, en participant en particulier aujourd'hui à cet InnoLab qui permettra, j'espère, possiblement de faire émerger un laboratoire d'idées et d'échanges en Calédonie. La participation au hackathon dont a parlé Philippe Gervonino tout à l'heure et la participation au Smart Day. Donc pour l'instant, on est plutôt partenaire pour les premiers événements organisés. Il faudra pouvoir le développer. L'idée étant vraiment de pouvoir bénéficier de ces écosystèmes pour faire avancer de manière plus rapide la révolution énergétique à laquelle on est confronté. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était une simple petite présentation sur l'innovation chez nous. Ok. Bon, je vais m'introduire quand même. D'abord, je vous remercie de m'accueillir. C'est difficile de parler après des sociétés comme l'OPT, la Calédonie des Eaux et EEC qui mentionnent d'ailleurs ils allaient faire une présentation très modeste. Donc la mienne sera encore plus modeste. J'espère que j'aurai au moins un support, parce que sans support, c'est moins facile. Donc moi, je me présente, je m'appelle Hervé Michel, j'ai créé EcoLife, ça va arriver, hein, j'espère, il y a quelques mois. Je viens de Russie, j'ai passé un peu plus de 20 dernières années à polluer la planète. J'étais dans l'industrie automobile. Ensuite, j'avais une imprimerie et comme vous savez, il y a beaucoup de solvants, beaucoup de polluants et un jour, j'ai décidé d'arrêter tout ça et puis de venir en Nouvelle-Calédonie pour changer de vie et puis trouver un nouveau métier. Donc j'ai commencé à prospecter dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie également. Je me suis demandé ce que je pouvais offrir. Je suis d'une formation HEC et
beaucoup d'acteurs m'ont dit, locaux m'ont dit, écoute, ici, la crise est là, ça va être compliqué à trouver du travail. Et donc, comme je suis entrepreneur, je me suis dit, bon, bah, je vais créer quelque chose, mais il faut que je trouve le bon créneau. Alors, assez rapidement, je me suis aperçu que les questions environnementales étaient importantes ici et qu'il y avait certainement des choses à faire. C'est bon ? Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur la Nouvelle-Calédonie. Et je me suis aperçu qu'il y avait d'énormes besoins sur notamment les sites isolés, dans tout ce qui est énergie et électricité et eau. Voilà. Donc j'ai prospecté et puis j'ai vu qu'il y avait des besoins importants dans les lieux isolés, donc dans les îles, en brousse. Et puis on m'a dit après qu'il y avait des gens qui existaient déjà dans les énergies renouvelables, chose que j'ai constatée puisque je fais partie du cluster Synergie, et que les gens effectivement n'avaient pas attendu après moi pour commencer à travailler, ce qui est normal. Et il y a des bons acteurs sur le terrain, notamment en photovoltaïque, solutions solaires. Donc j'ai cherché comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice et trouver des solutions innovantes pour... voilà, donc là c'est bon. Donc c'est pas Mac, hein. Ok. Voilà. Donc là j'ai prospecté, donc je reviens, excusez-moi, je suis content que... Il y a un support maintenant. Donc évidemment, tout le monde sait où est la Nouvelle-Calédonie. Et le constat est qu'effectivement, il y a beaucoup d'îles. Et que moi, grand voyageur, je me disais, bon, on va essayer de voyager un petit peu autour de la Nouvelle-Calédonie et puis regarder les besoins. Alors le constat que j'ai fait, et encore récemment, et vous l'avez fait aussi, c'est qu'il y a un changement climatique important. Et notamment, bon là, celle-là, c'est Irma. Alors, on n'est pas tout à fait du même côté de la Terre, mais beaucoup d'experts disent que ça va arriver un jour. Et là, je me suis dit, au lieu de faire du préventif, du curatif, on pourrait essayer de faire du préventif et trouver peut-être des solutions avant les catastrophes, pour éviter des gens qui cherchent de l'eau, qui n'en trouvent pas, et puis qu'il n'y ait plus d'électricité. Et puis parallèlement, bon, moi j'ai rien contre NERCAL, hein, c'est juste une photo que j'ai vue sur Internet. J'ai remarqué aussi que les gens qui étaient sur le réseau, il y avait souvent des coupures et ça pouvait représenter des problèmes importants chez les particuliers, puis aussi chez certains industriels. Donc ça c'était le premier constat. Ensuite, donc en brousse, la photo à gauche, en haut, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de grands propriétaires terriens, ou petits d'ailleurs, qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas d'eau, et ça posait problème. Alors évidemment, ils ont tous trouvé des systèmes qui marchent plus ou moins bien, mais plutôt mal que bien. Il y a une île que vous devez certainement bien connaître, là où effectivement aussi il y a quelques soucis. Et puis des lieux isolés pour les antennes relais, par exemple. Alors, moi j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout devient possible parce qu'on peut mettre de l'eau et de la lumière partout. Avant et après les catastrophes naturelles, dans des lieux très isolés, avec des nouveaux systèmes hybrides que je vais vous présenter, qui réduisent les coûts, et parfois considérablement, et qui ne rejettent quasiment pas de CO2. Donc plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Maintenant, on a les produits. Et Ecolife répond à un besoin réel. Alors, on est dans un Fab Lab. Donc, je me suis dit, je vais présenter comme un Fab Lab. Donc, moi, j'ai considéré tous ces éléments comme des commodities. Et donc, vous avez des panneaux photovoltaïques. Moi, j'ai rien inventé. Ils existaient déjà. L'hydraulique existe déjà. Les batteries. Les groupes électrogènes aussi, l'éolien, le réseau, pourquoi pas, les inverteurs, converteurs, tout ça, ça existe. Et donc là, jusqu'à présent,
On n'a rien inventé. Donc un vendeur qui vous dit il n'a rien inventé, c'est quand même pas mal. Sauf que j'ai trouvé une société en France qui s'appelle Herma Énergie et qui a trouvé, qui a fait un algorithme et qui permet en fait de faire travailler toutes ces énergies ensemble. Alors en gros, comment ça marche? C'est on va chercher la meilleure énergie au meilleur moment et la moins chère pour avoir une continuité de réseau, sans coupure ni micro-coupure. C'est ça la nouveauté. C'est ça la valeur ajoutée du produit. Et c'est ce que Ecolife met en avant depuis quelques mois sur le territoire, en visitant des fermes aquacoles, des sites isolés de télécommunications, et puis des îles aussi. Il y a beaucoup de besoins. Alors concrètement, les produits, ils se traduisent par des produits, par exemple mobiles, donc derrière une voiture. Donc vous avez le panneau photovoltaïque, c'est très simple. Panneau photovoltaïque qui va capter l'énergie la journée. La nuit, il va y avoir les batteries qui vont prendre le relais. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est intéressant quand même, c'est que tout ça s'est fait automatiquement. Et si le lendemain matin, il n'y a plus de batterie, et que par exemple le ciel est couvert, un générateur électrique de secours viendra se mettre en marche automatiquement. Et dès qu'il y aura un petit peu de soleil, automatiquement l'algorithme calcule l'ensoleillement et on va rechercher l'énergie photovoltaïque. Donc concrètement, sur un site isolé, on va gagner sur un groupe électrogène en moyenne 90% de gazole. Parce qu'il n'y aura pas besoin d'aller refueler tous les 3 jours, mais peut-être une fois par mois, parce que le groupe électrogène va passer en secours. Alors quelques applications. L'application spectacle par exemple. Donc là, dans le cirque de Gaverny en France, eh bien, la journée on va capter le soleil, et puis le soir on va pouvoir faire le spectacle, et les batteries vont prendre le relais pour éclairer le spectacle. Ça peut être aussi des événements sportifs. Là, en l'occurrence, c'est le Tour de France, qu'on alimente depuis 12 ans, avec des structures gonflables, sur notamment les arrivées. Et puis aussi des installations sur les aéroports. Alors ça peut être aussi sur les routes, pour les travaux publics, donc pour le petit outillage. Alors là je suis en train de parler de puissance jusqu'à 8 kVA. C'est pas énorme, mais ça correspond à certains besoins. Les secours aussi, les premiers secours. La Direction générale de la sécurité civile en prend en France. J'espère qu'en Nouvelle-Calédonie, ils en prendront aussi, parce que les catastrophes peuvent arriver. Là, au Vanuatu, on a livré la semaine dernière à un particulier une remorque hybride, et puis ça peut être la télé. Un message pour Calédoniens aussi. Au lieu de mettre un groupe électrogène qui fait beaucoup de bruit, on pourra mettre potentiellement ce genre de remorque hybride qui, en plus, fait le bruit d'une clim. Alors le dernier produit qui est sorti la semaine dernière, c'est sur un pick-up. Et là, on va retrouver la même installation et qui se replie derrière. Donc une solution mobile. Alors c'est jusqu'à 8 kVA. Et puis si vous voulez des installations plus grandes, on va mettre des installations adaptées. Et puis on va retrouver le même système. C'est du plug and play. Et puis on va pouvoir brancher différentes énergies. Donc ça peut être d'abord du triphasé. On va mettre un groupe électrogène d'un côté. On va mettre des panneaux photovoltaïques. Potentiellement même ça peut être du gaz, bon, il n'y en a pas ici, mais on peut l'adapter avec du gaz.
Alors on va passer à une installation plus grande. Donc là, c'est des conteneurs de plus de 25 kVA. Alors vous avez deux portes. Une première porte où à l'intérieur, tout est dedans. Donc en fonction de l'étude qui est gratuite, ça les Fab Labs aiment bien. Donc on fait des études gratuites et on va dimensionner le conteneur en fonction du besoin du client. Et donc on va retrouver donc, par exemple un parc batterie à l'intérieur, des inverteurs-converteurs, première porte. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir le même système pour brancher les différentes sources d'énergie en amont, qui peuvent être encore le photovoltaïque, l'éolien ou l'hydro. Voilà, on le voit, vous voyez, avec les différentes prises. Donc évidemment, tout ça, c'est avec des moniteurs. Donc vous avez un suivi sur votre smartphone, sans problème. Et l'usine également, et Ecolife, pour voir les alertes, les consommations. En général, d'expérience, en France, mais ici aussi, puisqu'on a déjà installé des produits, c'est 70% de solaire, 20% de batterie et 10% de diesel. Encore plus gros, là on a des gros conteneurs et on va pouvoir les plugger pour installer des champs, des fermes solaires et puis potentiellement peut-être, pourquoi pas, électrifier une île complètement en toute indépendance, c'est-à-dire hors réseau électrique. Alors la petite blague, c'est que potentiellement on peut au lieu de mettre un groupe électrogène en backup, on peut mettre le réseau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer une photo après. On peut enlever une usine du réseau pour la rendre complètement hybride. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Là, par exemple, un client comme l'armée. Alors, un conteneur, c'est à peu près 10 tonnes, donc il faut quand même des gros camions ou des hélicoptères pour les poser. Et puis, qu'est-ce qu'a fait l'armée dans les zones de combat récemment? Ils ont commandé à Herma des conteneurs avec des panneaux photovoltaïques qui viennent plugger sur des bacs en plastique. Et les bacs en plastique, on vient les lester de sable ou de pierre. Et puis on les installe où on peut, souvent dans le désert. Et puis on vient le plugger sur le conteneur. Et cette alimentation sert à l'atterrissage sur l'aérodrome en zone de combat pour les avions Rafale. Donc vous pensez bien que si l'armée fait confiance à ce genre de système, où il n'y a pas de coupure ni micro-coupure, moi quand je suis allé à la foire de Bourail, une dame me disait, charmante, elle me disait oui mais moi j'ai peur que mes fraises soient complètement décongelées quand je reviens la semaine prochaine dans ma maison en brousse. Et je lui dis, voilà l'exemple, vous imaginez bien que si un Rafale atterrit ou décolle et puis qu'il n'y a plus d'électricité, il peut y avoir quand même des sacrées conséquences. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est une société qui est ISO 9001, 14000, qui a toutes les références, qui travaille avec l'armée, avec la DGAC, qui garantit ses produits 2 ans. C'est du plug and play. Et puis là, je vous disais tout à l'heure, par exemple au Vanuatu, l'usine Sweety, je pense que vous devez connaître l'usine Sweety, c'est une usine de glace. Alors il y en a une à Païta, mais ce n'est pas celle-là. À Port Vila, on a débranché, enfin, elle n'est pas complètement débranchée. Aujourd'hui, elle fonctionne à 70% hybride. Et dans quelques semaines, ce sera 100% hybride. Donc on l'a débranché du réseau. Et vous pensez bien qu'une usine qui travaille 24 heures sur 24, qui fait des glaces, elle doit quand même sacrément avoir confiance à ce genre de système. Alors, dans ma prospection, parce que je suis souvent sur le terrain,
beaucoup de gens m'ont dit ah, bah, c'est super, vous m'amenez de l'électricité, mais qu'est-ce que vous avez dans l'eau? Donc au départ, moi, j'avais rien. Et puis petit à petit, j'ai trouvé des systèmes. Alors, j'ai commencé à vendre des cuves. Alors, ce sont des cuves modulaires. Alors, ce ne sont pas des cuves en béton, hein, c'est des panneaux de polyester qu'on vient apporter sur les lieux isolés. Encore une fois, les lieux isolés. Et puis, on vient les monter comme des Legos. C'est très facile à mettre en place. Et puis surtout très léger. Et c'est étanche. Et puis là aussi, là, il y a quelques fontaines qui vont arriver sur le territoire. Donc ce sont des pompes mécaniques, donc sans entretien. Vous pompez, vous mettez le tuyau de l'autre côté, par exemple dans une cuve à purin. Je vois que c'est un peu bizarre, mais vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle flaque d'eau, pas salée, hein, pas salée. Vous rajoutez le choléra ou la peste, et puis vous sortez une eau pure grâce à des membranes. Et donc je vais faire goûter. Non, vous voulez pas? Eh bien, ça marche pourtant. Ça marche. Et ça marche pas qu'en Afrique. Mais elle est bonne. Alors, c'est quand même, juste pour information, c'est quand même homologué au OMS, hein, donc on n'est pas là pour empoisonner les gens. Et puis, pour finir aussi, donc, le système EcoloBlue que notre ami va vous présenter juste après. Alors, Tan, ce matin, je ne sais pas s'il est là, Tan, disait que le changement demain va se faire par réseau. Il s'est fait déjà avec EcoloBlue, Ecolife, parce que j'ai eu un appel de quelqu'un qui habite Moscou et qui a trouvé sur ma page Facebook certains produits intéressants. Et donc je pars dans 15 jours sur Moscou et il voudrait développer donc toute la partie sud de la Russie et les pays annexes, Kazakhstan et autres, avec les produits Ecolife. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions économiques. Là, on parle, par exemple, la dernière offre qu'on a faite, on parle d'un coût de 0,001 € le kilowattheure. Un retour sur investissement de 18 mois. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses financières. Bon, après, ça reste peut-être politique, je ne sais pas. Mais il y a des solutions pour l'eau et l'électricité. Voilà. Donc Ecolife se met à votre disposition pour répondre à vos besoins. Je vous remercie.